L'invité du jour, c'est le chef Philippe Etchebest. Bonjour Philippe Etchebest. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, on fait aller. Ça va? Vous faites aller. Ouais. Alors ce soir, cauchemar en cuisine à 21h05. C'est un cauchemar en cuisine inédit. Et puis il y aura un documentaire qui vous est consacré. Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun. On va en reparler dans un instant. Déjà, racontez-nous cette reprise. Comment ça s'est passé? Vous avez commencé le service lundi. Les clients sont là? Alors lundi, on a refait de la mise en place, bien sûr, toute la journée, pour être opérationnel dès le lendemain, le jour de l'ouverture, parce que c'était le mardi. Écoutez, globalement, on était impatients de reprendre, je crois, comme beaucoup, de retrouver aussi son équipe. C'était extrêmement important. Après, j'ai envie de dire, il y a eu un engouement au départ, mais globalement, d'un ensemble, enfin, au niveau national, la fréquentation, elle était plutôt moyenne, à hauteur de 45% du chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'année dernière. Je parle sur l'ensemble national, on est bien d'accord. Ouais. Donc il y a des établissements qui ont fonctionné peut-être à un peu plus de 50%, mais certains et beaucoup à 20 et 30% de leur capacité, en sachant qu'avec la distanciation physique, on tournait à moitié de notre capacité. Donc c'est compliqué. Oui. Comment vous l'expliquez? On l'explique déjà par rapport au fait qu'il fallait déjà séparer les tables de 1 mètre. Donc ça enlevait quand même beaucoup de couverts dans les salles, pour certains plus que d'autres, en fonction de la superficie de la salle. Mais aussi, je pense que le manque d'activité est lié à la fois au mauvais temps, on n'a pas eu de chance, c'est bien le dire, et en plus au fait qu'économiquement, les gens, je pense qu'ils font très attention parce que l'avenir est incertain, il est compliqué aussi. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on ne peut pas dire que la reprise a été exceptionnelle. Quand on vous avait interviewé la dernière fois, Philippe Etchebest, vous aviez lancé un cri d'alarme, un cri pour dire que tout ce qui était restauration était dans une situation extrêmement compliquée et qu'il risquait d'y avoir un certain nombre de fermetures. Vous êtes devenu une sorte de porte-parole, l'un des porte-paroles de la restauration française. On vous a vu en contact avec le président de la République. Est-ce que vous avez des informations sur le nombre d'établissements qui sont en difficulté et qui risquent de fermer ? Alors, il y en a beaucoup. On a estimé à 30% de faillites d'ici la fin de l'année. Donc, ce sont des chiffres qui ont été avancés aussi avec la Chambre de commerce de Gironde. Donc, c'est pas des chiffres envoyés en l'air comme ça. Il y a une vraie réalité qui est liée au manque d'activité, au seuil de rentabilité qui n'est pas atteint puisqu'on fonctionne à la moitié de notre capacité, mais aussi au fait qu'à un moment donné, il va falloir rembourser à la fois les PGE, les prêts garantis par l'État, mais aussi les charges qui ont été reportées, parce que tout n'a pas été donné. Donc, à un moment donné, il va falloir le payer, tout ça, et ça va être compliqué pour les entreprises qui n'ont pas réalisé le chiffre d'affaires suffisant pour absorber tous les frais qui ont été inhérents pendant ces mois de fermeture. On vous a vu monter au créneau et j'ai lu dans une interview, vous avez dit c'est pas grave, je sais que ça me sera préjudiciable, c'est pas grave. Pourquoi vous pensez que ça peut être préjudiciable, le fait que vous soyez et que vous ayez un peu défendu la profession et que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de vous? Préjudiciable, non, je pense pas, mais après il y a toujours une prise de risque forcément, parce que bon, c'est-à-dire qu'on monte au front comme ça et que ça fait pas toujours des heureux, et je peux le comprendre, je pense aussi. Après, j'assume une fois de plus ce que je fais et ce que je dis. Je le fais pas, c'est pas pour moi que je le fais. Je me serais bien passé de tous ces événements, mais je pense que si j'y avais pas été, je me demande, qui aurait été. Après, c'est bien beau ce que je fais à la télé d'aider les restaurateurs. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je vois pas pourquoi je l'aurais pas fait dans des conditions qui étaient complètement différentes. Mais qu'elle est dans ce sens-là, qu'elle est dans le sens d'aider les restaurateurs et en particulier ceux qui étaient le plus démunis. Mais c'est vrai, comme dit Gilles, on a vu tourner plusieurs papiers. Vous savez, la presse aime bien prendre des petites phrases où on dit que vous vous sentiez dans le viseur de beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous avez le sentiment déjà du fait de cauchemar en cuisine, c'est-à-dire que vous êtes là pour donner des leçons entre guillemets, remettre les cuisiniers dans le droit chemin. Pourquoi vous dites que vous avez la sensation d'être surveillé ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le droit à l'erreur. Ce qu'on peut pardonner chez l'un, chez moi, on ne pardonnera pas, on ne laissera pas passer. Je me dois d'être irréprochable à tous les niveaux.
C'est dans ce sens-là que je le disais. Après, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas d'avoir cette pression parce que je suis quelqu'un de très droit. Je triche pas, je mens pas non plus. Donc, si vous voulez, le poids que je peux porter ne me rend pas malade. Bien au contraire, ça me fait avancer. J'aime ça. Mais je répète, je dois être exemplaire à tous les niveaux. Et c'est ce qu'attendent les gens aussi de ma part. Donc, le moindre fait de travers, je fais cash. Ouais, ça va revenir au boomerang, Gilles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir, Valérie, dans le portrait que on va voir sur M6. On voit que à la fois vous avez cette droiture et que vous tracez votre route, quoi. C'est très clair dans le portrait d'M6. Je me fixe des objectifs tout le temps. J'essaie d'avancer, j'essaie d'aller le plus loin possible, enfin autant que je peux en tout cas, et une fois de plus, c'est pour me prouver à moi-même de quoi je suis capable et jusqu'où je peux aller. Il n'y a aucune démonstration dans ce que je fais. C'est très personnel et j'ai envie de dire presque égoïste. C'est pour moi que je le fais, d'abord. Et après, si ça peut apporter aux autres, tant mieux. C'est dans le même sens que je fais la cuisine. En fait, je me fais plaisir. Et c'est ce que j'explique toujours aux jeunes. Faites-vous plaisir. D'abord, c'est extrêmement important pour pouvoir le transmettre après aux autres. C'est le seul moyen pour moi de ne pas faire semblant ou de ne pas essayer de ne pas mentir. Voilà, de ne pas se mentir à soi-même et d'être sincère à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et pour moi, c'est essentiel. Du plaisir, vous en avez évidemment encore et toujours, du plaisir à revendre, mais le retour en cuisine, il y a une certaine excitation, vous l'avez dit en début d'émission, à retrouver toute votre brigade et ce plaisir-là, j'imagine qu'il a dû être très très fort quand vous êtes arrivé lundi dans votre restaurant. Oui, c'est un moment, alors je vais vous dire un truc. Pendant tout le confinement, toutes les semaines, je faisais une vidéoconférence avec tout mon staff. Oui, on était 46, 49 là, à 19h, le lundi ou le mardi. On se retrouvait, on échangeait. Ils me posaient des questions parce qu'ils avaient besoin de savoir, ils avaient besoin de réponses aussi. C'était extrêmement important pour eux. Et c'était un moyen de garder le lien. Et c'est vrai que quand on a repris, j'ai refusé tous médias à venir filmer mon ouverture parce que je voulais que ce soit un moment extrêmement intime à partager avec mon équipe. Et c'était important de se retrouver et de s'y remettre tous ensemble parce qu'ils avaient à cœur aussi, eux, de reprendre le chemin du travail et puis de retrouver ces sensations-là. Et ce documentaire qui vous est consacré ce soir, vous l'avez accepté volontiers parce que vous êtes quelqu'un de relativement discret, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On vous voit, mais vous parlez de cuisine, on connaît assez peu votre vie privée et c'est là une manière de vous découvrir justement un petit peu différemment dans ce portrait. Alors, c'est parti en vrille, documentaire. Avec nous, ça part toujours en vrille. Oui, c'était pas prévu comme ça. Au départ, l'idée, c'était de parler de la fête de la musique. Alors, je vous dis, ça remonte effectivement, on en est loin. Oui, ça remonte à 3 ans, l'histoire. Hein. Ça remonte à 3 ans. Ouais. Vous voyez, donc, le truc, il a commencé à émerger il y a longtemps. C'était pour parler de la fête de la musique, de faire une espèce de délire comme ça, ouais, tiens, on pourrait filmer le concert, ce serait rigolo, montrer un truc un peu décalé. Et puis vous expliquez quand même que la batterie, c'est votre rêve de gosse. Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre rêve? Parce que j'imagine que c'est tout aussi difficile de réussir dans la cuisine. Vous pensez que c'est plus compliqué de réussir derrière une batterie? Je pense que, alors, je sais pas, c'est vrai que c'est un rêve de gosse, je me voyais jouer devant un public. J'ai beaucoup fait ce rêve-là. C'est marrant, jouer de la guitare alors que je savais pas en jouer. Ouais. Alors j'étais comme un con sur la scène, je savais pas jouer. C'est bizarre. Mais j'ai toujours aimé la musique. C'est quelque chose qui m'a porté quand j'étais gamin. Et c'est marrant, j'ai pas de mémoire. J'ai très peu de mémoire, mais je me souviens de choses de ma vie toujours en rapport avec la musique. Et je peux vous donner de manière très précise des dates. En écoutant un morceau. Et puis ce soir, un cauchemar en cuisine inédit, où vous vous retrouvez dans une drôle d'histoire, 2 sœurs, 2 jumelles qui ont fait appel à vous. Une autre sœur, Valérie. Il y a 3 oui, mais justement, mais au départ, elles sont 2 et il y a la grande sœur, effectivement, mais vous tombez dans une histoire de famille très compliquée. Ouais, parfois c'est toujours très compliqué quand les familles sont concernées parce qu'il faut dénouer des situations
particulière et remonter un petit peu l'histoire des gens, rentrer un peu dans leur intimité aussi pour comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre des choses pour pouvoir trouver des solutions. Et là, j'avais affaire à des gens quand même qui étaient extrêmement travailleurs, très volontaires. Et ça me motive aussi pour aider les gens. Quand je vois qu'il y a cette envie, il y a cette énergie, mais qu'il n'y a pas de solution derrière, qu'ils ne trouvent pas les solutions eux-mêmes, ça m'encourage encore plus à aider les gens. Et là, j'avais 3 frangines, et notamment les 2 sœurs jumelles qui étaient, mais vraiment, qui étaient super, très appliquées, très, très volontaires, et qui étaient dérangées par une sœur à qui elle n'osait pas dire les choses non plus. Vous voyez, c'est toujours des non-dits qui amènent des complications dans ce genre d'histoire. Mais en tout cas, c'était une belle histoire, et j'avais pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec ces 3 sœurs-là. Vous savez si le restaurant a survécu au Covid, puisque vous l'avez tourné avant? Oui, absolument. J'ai téléphoné. Je les appelle. Toujours les restaurateurs, je les appelle un peu avant, je les appelle après pour prendre des nouvelles. J'ai des nouvelles de la part de mon cabinet d'expertise aussi qui continue à les suivre pendant 6 mois après. Donc elles sont toujours ouvertes et grand Dieu, c'est super. Je suis vraiment ravi. Donc elles reprennent l'activité gentiment, bien sûr. Je pense comme nous tous, mais elles sont encore là et j'espère que leur diffusion va les booster et va leur ramener beaucoup de monde. Monsieur Etchebest, je sais que vous n'êtes pas langue de bois. Moi, je voudrais avoir votre regard. On a, nous, reçu David Gallienne de Top Chef. J'imagine que vous avez suivi la polémique avec les gens qui étaient fans d'Adrien. Est-ce que pour vous, David Gallienne est vraiment le grand vainqueur de Top Chef? Et comment vous avez vécu cette polémique, hein? Alors, je suis désolé, j'ai pas suivi la polémique. Mais non. Alors, je croyais que vous étiez droit et pas de langue de bois. Non, je vous promets, je regarde pas, je suis pas trop les réseaux, franchement, j'en ai entendu parler de loin, mais j'ai même pas essayé de regarder ou de savoir. Aujourd'hui, non, je suis pas langue de bois, alors là, je peux vous assurer. D'accord. Vraiment, j'ai écouté ça, mais de loin, mais ça m'a pas intéressé dans la mesure où je pense que David, il mérite sa victoire, puisqu'il a gagné. On va pas revenir là-dessus. Après, c'est vrai qu'Adrien avait été très différent dans son approche culinaire. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup plus audacieux tout au long de Top Chef, peut-être qu'un David. Bon, mais voilà, de toute façon, il faut un vainqueur. Le vainqueur, c'était David, et on ne va pas revenir sur sa belle victoire. Point barre, terminé, c'est comme ça. Vous êtes reparti pour Objectif Top Chef, donc déjà, vous êtes sur la saison suivante. Oui, absolument. Objectif Top Chef, là, qui démarre avec à Bordeaux, bien sûr. C'est le seul moyen pour moi de faire cette émission, c'est d'être à côté de mon restaurant pour pouvoir y être tous les jours. Et vous allez travailler tout l'été? Ah oui, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de vacances. Non, c'est tous les jours, toute l'année. Tous les jours, toute l'année. Alors après, je ne vais pas vous dire que je travaille tous les jours, je suis un menteur de dire ça. J'ai besoin de me reposer, de me ressourcer un petit peu aussi. Donc, mais l'établissement est ouvert tout le temps. Et donc là, je tourne la journée, je repars au restaurant moi tous les soirs pour suivre les services et puis pour être avec mes équipes aussi et voir mes clients à la table d'hôte, c'est extrêmement important. Et je peux vous dire que, en tout cas, on a commencé le début de tournage et il y a de très très bons candidats. J'ai vu des ovnis et j'espère bien que je vais en trouver un ou une qui va m'aller en finale de Top Chef. Ça, ce serait le top du top pour moi. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Philippe Etchebest. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être là pour défendre les restaurateurs, parce que je pense que votre voix a vraiment porté. Et que le président de la République vous a entendu, même si vous auriez souhaité que ça ouvre plus tôt. Il y a eu quand même des choses qui ont été dites et faites. Hein. Oui. Il y a encore des choses à faire. On attend le retour de Bruno Le Maire, justement, sur la proposition qu'on avait faite pour trouver des solutions d'aide financière auprès des restaurateurs en difficulté. On attend incessamment sous peu un retour, j'espère en tout cas, et on va voir comment on avance. Mais je les ai prévenus, il faut faire vite quand même, parce que il risque d'y avoir beaucoup de casse, malgré tout. Et j'ai bien peur de ça. Merci beaucoup, chef. Merci Philippe Etchebest d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve donc ce soir sur M6 avec un cauchemar en cuisine inédit et puis votre portrait à suivre avec des images tout de même, je le précise, inédites pour comprendre un peu le personnage qui vous êtes. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci, au revoir. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.